Salut les gros bidous. Comme pour le reste de ma série Grossir le tarot, ces vidéos vont pas être les plus fun et les plus spontanées, mais ceci dit, j'aime beaucoup l'idée d'avoir un support audio aux textes qui sont sur le site, qui sont quand même assez longs, qu'on n'a pas toujours l'occasion de lire, qui demandent une certaine concentration aussi. Et donc si tu fais partie, comme moi, des personnes qui préfèrent écouter en faisant autre chose et se laisser imprégner de l'esprit d'un texte, j'espère que cette possibilité te plaira. En plus, j'ai profité de l'occasion pour m'entourer des broderies de Rose Butch, mon amoureuse qui est en train de peindre là-bas à côté. En effet, on travaille ensemble sur un tarot alternatif, en tout cas le nôtre. Et voilà pour l'instant où elle en est. Elle travaille essentiellement sur le format mousse, travaux d'aiguille et paillettes. Et je mettrai un lien vers son site où vous pouvez consulter là où elle en est pour l'instant avec ses petits tarots. Et sur ce, eh bien, continuons la série Grossir le tarot. Les deux premières vidéos sont déjà disponibles. Dans ces vidéos, on essayait de comprendre ce qu'était le queer, on essayait aussi de comprendre quels étaient ses enjeux pour le tarot. Et maintenant, on va se pencher sur la grosseur et sur la grossophobie. Un thème qui m'est cher et sur lequel tu peux aussi trouver plein d'autres articles sur le blog, katoutaro.blog, c'est moi. L'analyse des tarots et des oracles pour les articles ultérieurs de Grossir le tarot me contraindra à définir la grosseur très largement, car la plupart des jeux ne proposent aucune représentation de personnes grosses. Certains se contentent d'intégrer une poignée de personnages vaguement moins élancés que les autres. S'il ne saurait s'agir de représentations diverses, l'observation des cartes assignées aux personnages plus larges que le personnage standard nous informera malgré tout sur l'utilisation symbolique des corpulences hors normes. Et comme on le verra, à défaut d'alternatives dans ces jeux, j'ai souvent dû me résoudre à étudier des exemples non maigres dans mon analyse de la grosseur dans le tarot. Voilà, c'est dommage, mais d'un autre côté, ça en dit long sur l'état de la grossophobie. Donc préalablement à l'étude plus approfondie de ces exemples, dont les textes et les vidéos paraîtront plus tard dans la semaine, il nous faut interroger l'invisibilisation généralisée des gros et des grosses. Je te propose donc d'enquêter sur l'éventail, fort limité, de représentations, quand c'est pas une absence totale. Ces représentations concernent pourtant une partie non négligeable de la population. Mais avant tout, qu'est-ce que j'entends par grosseur ? J'utilise pas de termes médicaux. Je ne veux pas de termes qui rendent une norme implicite, estimant que certaines corpulences sont pathologiques. Il n'y aura pas de surpoids, pas de surcharge pondérale, pas d'obésité ici. Pas de ces termes qui relèvent de l'arsenal de l'oppression des gros. Pas non plus de rondes, de pulpeuses, de bien en chair, de forts ou de fortes. Outre les aspects extrêmement genrés de ces mots, ils agissent aussi comme des euphémismes. Comme s'il y avait quelque chose à atténuer ou à embellir. Nos réalités peuvent franchement se passer de ces détours, en particulier dans le genre d'essais politiques que je partage avec vous aujourd'hui. Peut-être que ça sonne bizarre quand on n'a pas l'habitude. Gros, grosse, grosseur. Mais hé gros, c'est pas une insulte ce truc ? Bah si, malheureusement on l'utilise comme tel. Et ça en dit long sur la perception de la grosseur. Ça en dit long sur la perception de la grosseur qu'un mot descriptif soit perçu comme injurieux et honteux. Encore une fois, ça n'opère que pour ce qui est stigmatisé. Les mots mince, blanc ou hétéro sont jamais devenus des insultes largement adoptées à un niveau structurel. Ces catégories sociales ne sont pas discriminées de façon systémique. Donc dans la lignée de 50 années de militantisme gros, de fat activism, on peut renverser le rapport de pouvoir au niveau du langage au moins, en insufflant à gros de la puissance plutôt que de la haine et plutôt que de la honte. Rien de tout ça n'est anodin. Quand j'ai annoncé à une amie que j'écrivais cette chronique en avançant mon exaspération devant l'utilisation des corps hors normes dans les tarots et dans les oracles exclusivement tant que ces corps servent de symbole pour faire référence à quelque chose qui n'a rien à voir, cette amie m'a répliqué « Mais c'est le truc du tarot, les symboles, c'est la base du tarot.
Et c'est vrai que l'approche des corps est vraiment étrange dans le tarot. C'est vrai que les normes corporelles sont à ce point contraignantes qu'elles n'épargnent quasiment personne. Mais au-delà de cette concession, je maintiens que les mécanismes du traitement des corps non normés, dans notre cas les corps non minces, le mécanisme du traitement de ces corps comme des symboles restrictifs ou comme des figures réduites sont plus structurels. Leur répétition crée l'anormalité, anormalité. Et cette anormalité mène à une stigmatisation systémique. Le traitement des corps hors normes, dans nos paroles, dans nos représentations, dans nos interactions, dans nos créations, participe à ces mécanismes. Ce traitement participe à l'oppression. Il conforte la prétendue légitimité naturelle de la norme. On perçoit la grosseur au travers de différents filtres. Et il y en a un qui est particulièrement pertinent dans le cas du tarot, c'est la psychanalyse qui fonctionne comme un cadre d'analyse. Imprégné de ce cadre, on est enclin à avoir une interprétation rapide et efficace dans notre compréhension de tout ce dont les gros font l'expérience. Quand j'étais enfant, lors des visites médicales, on s'empressait de s'enquérir. Tu manges sainement avant d'embrayer sur ce que tu bois du coca. Tu fais du sport, tu manges des légumes. Ma corpulence n'était qu'un symptôme de mauvaises habitudes alimentaires. Mais dans le cas de la psychanalyse, elle est aussi fréquemment considérée comme le signe d'un mal-être sous-jacent. Elle agirait comme une protection. Plusieurs thérapeutes ont ainsi été prompts à affirmer que ma grosseur était une manière de garder les hommes à distance, ce qui serait forcément une mauvaise chose. Ces gens sous-entendent qu'un traumatisme refoulé doit être affronté, qu'il faudrait guérir d'un déni de la féminité et de la désirabilité conforme au regard masculin, ce qui serait un devoir pour toute meuf. Par contre, une psychiatre a estimé qu'il ne fallait pas précipiter la question de la perte de poids. Pour elle, j'éprouvais le besoin de me protéger des autres. Mais elle entendait bien me rassurer. Ma graisse disparaîtrait comme par magie dès que je ne serais plus déprimée et retranchée derrière cette indéniable barrière. Quel jugement moral étrange tout de même. La grosseur, forcément immonde, masque, elle sépare, elle nous enlaidit, elle nous dissocie d'un futur mince qui n'attend que d'être libéré, délivré. Dans les magazines, dans les émissions racoleuses, dans les bouquins de développement personnel, c'est la même histoire. Si tu écoutes ce que la grosseur veut dire sur toi, alors tu t'ouvriras miraculeusement, et la mince qui attendait son heure en toi s'extirpera de ses couches de gras. Dans la tradition francophone, ce cadre d'analyse est omniprésent. En fait, en réalité, ailleurs, il est assez peu signalé dans les recherches en Fat Studies. Mais cette omniprésence est bien là. Et quand on y est confronté, une posture de non-jugement me paraît indispensable. Elle est indispensable quand on essaie de décrypter les méfaits de l'approche psychanalytique de la grosseur. En effet, ce discours sur la grosseur, on l'intériorise. On le fait toutes et tous nôtre, à des degrés divers. Il y a 5 ans, cet aspect insidieux m'est apparu assez crûment lors d'un débat sur les enjeux de la fat positivity pour le féminisme. C'était impossible pour une partie du public de mettre de côté l'approche santéiste afin d'analyser les aspects socio-économiques et les enjeux de représentation de la grosseur. Il y avait forcément un mécanisme de pathologisation qu'il fallait activer. Les femmes semblent conditionnées à parler de leur graisse comme un signe révélant une foule d'autres choses. Le gras doit être individualisé. Ainsi, les unes vont répéter comment leur voisine est devenue grosse, de chagrin, à la suite d'une rupture. Les autres vont vanter les mérites de la chirurgie qui a changé leur vie maintenant qu'elles n'ont plus à se cacher. Et oui, forcément, la minceur, elle ouvre des portes, du travail, de la légitimité, de l'accessibilité. Et ça, c'est la racine même du problème que représente la grossophobie au niveau sociétal. Ceci dit, dans un monde anti-gros, on ne peut pas balayer d'un revers de la main ce genre de récit de la grosseur. Ces narrations sont le fruit des outils qu'on a à notre disposition pour parler de notre corps
et même pour faire sens de nos vies. Les histoires des gros et des grosses sont celles des discours dominants qui nous enjoignent à nous réduire, à prendre toujours moins de place, jusqu'à disparaître au profit d'un monde de minces. Si on s'en tient à ce cadre, nos histoires ne sont légitimes que si elles comptent notre transition, que si elles comptent notre attente de la minceur et notre combat pour la minceur, et puis surtout notre combat contre la grosseur, contre nous-mêmes. Il faut que nos histoires, pour être légitimes, elles comptent notre vie dans l'unique et ultime objectif de devenir mince. En réalité, la plupart de nos histoires sont celles d'une haine de la grosseur, des gros, de nous-mêmes. Faire émerger un contre-discours nécessite de faire violence, personnellement, à tout ce qu'on a dû intégrer pour survivre en s'adaptant à un monde mince. Les gros développent donc, en réponse, des récits allégeant le poids du stigmate qui leur est imposé dans un environnement grossophobe. Et là, le tarot intervient, comme plein d'autres outils, comme un levier pour élargir ou pour grossir nos imaginaires. Notre émancipation, elle est créative. Et le tarot, c'est un puissant outil de narration et c'est un vivier de représentation. Il n'y a qu'à voir les cartes de rose derrière moi. Bien sûr, la critique des corps hors normes comme métaphore dans le tarot, elle va atteindre des limites dans mes prochains articles. Parce qu'en fait, les gros, on a aussi besoin de représentations symboliques pour donner du sens à nos vies. On peut aussi diffuser nos propres mythologies. On n'a certainement pas intérêt à lâcher les symboles. On n'a pas intérêt à lâcher le pouvoir que représentent ces symboles non plus. Et même si on aspire à aller plus loin que les symboles réducteurs, arrêter à la surface de nos silhouettes, on peut aussi investir quand même ce champ. Comment verser nos vécus dans des symboles dans une démarche plus entière ? Comment nos mythes peuvent-ils déployer de la grandiosité ? Vaste question, vaste chantier. Je ne sais pas si je pourrais répondre à tout ça, mais en tout cas, je vais essayer de jeter des pavés dans la mare. À ce stade, tu as certainement une question brûlante. Et cette question qui te brûle les lèvres, c'est sans doute, mais qui est gros ? Qui est grosse ? Bien, si tu te préoccupes de la grossophobie et de l'ensemble des attitudes anti-gros, tu peux aussi, dans le même temps, enclencher une réflexion sur ta position dans tout ça. C'est vrai que la plupart des gens ont déjà dû subir des remarques sur leur poids, c'est un fait. Mais seulement une partie de ces personnes a des choix vestimentaires restreints et onéreux en raison de sa corpulence. De même, c'est pas parce que tu portes du 46 et que tu as ta famille sur le dos avec les régimes que tu vas faire les frais des discriminations à l'emploi qui touchent les gros. Et puis, c'est pas parce que tu es victime de la grossophobie matériellement différemment si tu fais du 46, qu'après tu vas encore l'être différemment si tu fais du 52. Et puis, la personne qui porte du 52, elle va encore avoir moins à endurer qu'une personne qui porte une taille 60, que ce soit dans ses discriminations à l'embauche et dans tout le reste. Donc, encore une fois, il va falloir à chaque fois relativiser ta position. Ça joue aussi selon les pays et selon les milieux professionnels. L'impact de la grossophobie peut sans cesse varier. Dans les métiers dits de représentation, où travaillent d'ailleurs en majorité des femmes, la jauge de qui n'est pas assez mince, elle est placée bien plus bas. Dans les fonctions d'hôtesse, de serveuse ou de vendeuse, les discriminations liées à l'apparence, qui sont fondées sur un système grossophobe, elles peuvent même toucher des personnes minces. Donc il faut continuer cette investigation de notre privilège mince, ou en tout cas de notre placement sur l'échelle de la grosseur. Est-ce qu'on t'accorde du crédit quand tu parles des violences, que ces violences soient grossophobes ou non ? Quand tu parles des violences que tu as subies, c'est-à-dire des micro-agressions, des altercations, des maltraitances médicales, du viol, si on ne t'en accorde pas, dans quelle mesure est-ce en raison de ta corpulence que tes interlocuteurs ne te prennent pas au sérieux ? Et on n'en a pas fini avec ces questions sur un éventuel privilège mince. Est-ce que ton poids va altérer la qualité des soins de santé que tu reçois ? Est-ce que tu entres dans la machine pour passer un IRM ? Est-ce que ta cardiologue a des appareils avec un tour de bras suffisant pour prendre ta tension ? Est-ce que certains de tes symptômes sont ignorés en attendant que tu maigrisses ? Est-ce que des inconnus et des proches commandent ton corps, le contenu de ton assiette, tes habitudes et vont en tirer des conclusions sur ta santé ?
Est-ce que des assurances, des compagnies d'assurance ou des organismes de prêt vont conditionner ton accès à leur argent en fonction de ta corpulence, en exigeant des rapports médicaux, en proposant des taux plus élevés, etc. Est-ce que dans les sièges de train, des salles d'attente, des cinémas, des restaurants, tu peux rentrer? Est-ce qu'ils vont soutenir ta morphologie? Donc déjà, la première étape, c'est est-ce que tu peux rentrer? Si déjà tu as la chance, le privilège mince ou le privilège moins gros de pouvoir rentrer dedans, est-ce que tu peux le faire? Mais est-ce que tu vas quand même avoir plus mal? Est-ce que ça va être plus inconfortable que si tu étais mince? Ça, c'est quand même l'ensemble des choses qui font qu'on endure davantage de souffrance au quotidien quand on est gros. Est-ce que tu es obligé d'acheter 2 places ou des sièges de première classe pour pouvoir voyager, que ce soit par contrainte d'une compagnie de transport, pour éviter des soucis, ou bien tout simplement parce que tu espères voyager sans souffrir et sans te faire insulter? Est-ce que tu crains tellement les restrictions d'accessibilité que tu limites tes déplacements, tes voyages, tes loisirs, tes rendez-vous médicaux? En se posant toutes ces questions, il faut voir au-delà des interactions interpersonnelles qui sont des manifestations d'un système plus large. Il faut penser ce que ton accès ou non à des ressources, du matériel, du travail, de l'argent, du capital social, modifie dans tes conditions de vie. Tu peux ensuite aussi réfléchir aux représentations médiatiques et artistiques de corps de la même corpulence que le tien. Sont-elles courantes? Sont-elles caricaturales? Sont-elles des spectres qu'on agite pour effrayer? Ou pour représenter des questions géopolitiques complexes? Ou encore, est-ce que ces représentations sont des tropes pour générer des rires à tes dépens? Est-ce que ces représentations sont inexistantes? Est-ce que les corps comme le tien bénéficient d'un horizon imaginaire? Est-ce qu'on les représente avec un minimum de variété? Est-ce qu'ils ont autant de possibilités que d'autres? Est-ce que si tu postes une photo sur certains réseaux sociaux, elle risque d'être censurée pour pornographie, nudité, incitation à la haine, pouvant nuire à la santé, non conforme aux standards, à cause de ta corpulence, alors qu'une personne plus mince, dans la même pose, ne sera pas sanctionnée? Est-ce que les hashtags caractérisant ton corps sont bannis? Est-ce que cet obstacle à la visibilité peut influencer tes revenus ou ton réseau? En quoi une exclusion des représentations influence-t-elle l'image que tu te fais de toi-même et des personnes comme toi? Et qui sont les personnes qu'on oublie forcément quand on réalise cet exercice? Puis il ne faut pas aussi oublier que tout ça fonctionne de façon intersectionnelle et que donc certains de ces enjeux vont te toucher même si tu es mince pour des questions de couleur de peau, de handicap par exemple, et vont se trouver amplifiés si jamais tu cumules sur l'échelle des oppressions. Mais donc au final, si on peut difficilement polisser qui est gros, qui est grosse ou qui ne l'est pas, on ne devrait pas non plus ignorer qu'il y a cette échelle des discriminations anti-gros. Parce que la grossophobie, elle est systémique, son indicateur ne devrait pas être au niveau des confrontations personnelles. Le curseur se place avant tout au niveau de l'impact sur ta santé, sur tes relations générales, sur tes revenus, sur ton exposition aux violences, sur ta mobilité, sur ton succès, quoi que les succès représentent pour toi. Dans les vidéos et articles qui viennent, dans l'analyse des représentations de la grosseur dans le tarot, je ne vais pas utiliser des termes comme inclusivité. Je ne cherche en effet pas du tout à donner des outils aux créateurs et créatrices ou aux acheteurs et acheteuses de jeux de tarot afin qu'ils puissent estimer leur quota de personnes grosses qui va leur permettre d'être dans la tendance body positive. Je n'expliquerai pas comment véhiculer des représentations de gros qui seront gentiment incluses dans un tarot normé. Il ne s'agit pas du tout de rendre le tarot plus inclusif. Il s'agit de le révolutionner radicalement, et pas simplement avec des représentations que d'autres feront de nous, mais avec des présences, avec des voix, avec des réalités. Il s'agit de faire trembler la norme impensée, mince, blanche, valide, cisgenre, hétérosexuelle, avec ses biais de classe. Pour moi, l'inclusivité ne rime jamais avec la créativité. Au contraire, elle l'étouffe, elle l'approprie, elle rend les marges vendables, influentes, marketing. L'inclusivité permet à des groupes de faire mine de tendre la main sans modifier leur structure.
On tend la main aux minorités qu'on prétend inviter, mais on ne s'adapte pas à elles. L'histoire des changements sociaux n'a jusqu'ici pas démontré que l'inclusion était autre chose qu'un piège pour appâter des cautions avant de les réduire au silence. Et la série Grossir le tarot défend que les gros ne sont ni des métaphores, ni des cautions. Et rendez-vous dans les prochains articles et les prochaines vidéos pour découvrir comment. À bientôt les gros bidous et merci de votre écoute.